Imaginez un instant. Vous êtes à New York, au cœur de la ville qui ne dort jamais, entouré de gratte-ciel impressionnants, de lumière éclatante et d'une énergie folle. Et là, au milieu de tout ça, se dresse un monument emblématique, un symbole de la grandeur de l'architecture américaine, de l'innovation et de l'ambition. Cet endroit, c'est l'Empire State Building. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire fascinante de ce géant de l'architecture, un véritable pilier de l'histoire de New York, mais aussi du monde entier. Car, vous le savez peut-être, l'Empire State Building n'est pas juste un gratte-ciel. C'est une icône, un chef-d'œuvre, mais aussi un symbole de persévérance et d'ingéniosité humaine. Quand il a été conçu au début des années 1930, la ville de New York était déjà un centre d'innovation et de progrès. Mais personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'un bâtiment de cette envergure verrait le jour en seulement 13 mois, et ce pendant la Grande Dépression. Oui, vous avez bien entendu. Alors que le pays traversait une crise économique sans précédent, l'Empire State Building est devenu le symbole d'un monde qui refusait de baisser les bras. Si vous êtes déjà allé à New York, vous avez sans doute vu cette silhouette imposante dominer l'horizon. L'Empire State Building est un exploit d'ingénierie, un modèle d'architecture art déco, mais aussi un phare dans le paysage urbain mondial. Son sommet à plus de 440 mètres de hauteur en fait un des plus hauts bâtiments du monde. Et saviez-vous qu'il a détenu ce titre pendant près de 40 ans, jusqu'à l'arrivée des tours du World Trade Center? Bien sûr, l'Empire State, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres et de records. C'est aussi un lieu de rêve et de magie pour des millions de personnes. Combien de films ont d'ailleurs immortalisé ce bâtiment légendaire? De King Kong à Annie Hall, en passant par Nuit Blanche à Seattle, ce monument a souvent inspiré les plus grands moments du cinéma. Et n'oublions pas cette vue à couper le souffle qu'on peut admirer depuis ces observatoires. Mais derrière chaque vue magnifique se cache un travail incroyable. Au-delà de sa silhouette majestueuse, l'Empire State Building cache des histoires fascinantes, des anecdotes étonnantes, et une technologie de pointe qui a évolué au fil des décennies. Restez avec nous pour tout savoir sur ce monument iconique et surtout pourquoi l'Empire State Building n'est pas seulement un bâtiment, mais une véritable légende vivante de New York. Vous êtes prêts à gravir les 1576 marches? Alors c'est parti. Avant de devenir le lieu où l'Empire State Building trône fièrement, l'emplacement où il se dresse aujourd'hui était un site d'une grande importance et d'une histoire fascinante. Ce terrain appartenait à John Jacob Astor, l'un des hommes les plus riches et influents de son époque. D'ailleurs, si vous avez vu ma précédente vidéo sur le naufrage du Titanic, ce nom ne vous sera pas inconnu. L'histoire commence au début des années 1820, lorsque John Jacob Astor obtient cette parcelle de terre au cœur de New York. Il fait partie de l'éminente famille Astor, une famille dont l'influence dans la ville est inégalée à cette époque. Ce terrain allait connaître plusieurs transformations au fil des décennies, car le site qui semblait être destiné à autre chose allait un jour abriter l'un des monuments les plus célèbres du monde. Dans les années 1890, la vision d'un hôtel grandiose allait transformer cette parcelle en un véritable centre de luxe et de prestige. En 1893, le petit-fils de John Jacob Astor, William Waldorf Astor, décide d'ouvrir un hôtel à cet emplacement. Il inaugure l'hôtel Waldorf, un bâtiment de grande envergure qui est rapidement reconnu pour son luxe et son opulence. Ce n'était pas un simple hôtel, c'était un symbole de l'élite new-yorkaise et de la prospérité qui régnait alors dans la ville. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, en 1897, son cousin John Jacob Astor IV, celui en lien avec la tragédie du Titanic donc, également héritier de la fortune de la famille, ouvre un hôtel adjacent à ce premier établissement. Le nouvel hôtel Astoria, un bâtiment de 16 étages, s'ajoute à l'ensemble Waldorf, formant ainsi l'un des complexes hôteliers les plus grandioses du monde. À son apogée, l'ensemble Waldorf Astoria comptait plus de 1300 chambres, un record qui en faisait l'un des plus grands hôtels de son époque et du monde. Cependant, malgré son statut d'icône de l'hôtellerie, le Waldorf Astoria finit par devenir un peu trop vieux pour répondre aux attentes d'une société new-yorkaise en pleine évolution. Ainsi, en 1918, après la mort de George Bolt, le propriétaire de l'hôtel, un tournant majeur se produit. Le bail de l'hôtel est vendu à un autre homme d'affaires important de l'époque, Thomas Coleman Dupont. Mais à ce moment-là, la scène sociale de New York s'est largement déplacée plus au nord de la ville. La vie mondaine, auparavant centrée autour du Waldorf Astoria, se retrouve désormais dans de nouveaux quartiers où de grands magasins et de nouveaux lieux d'assemblée émergent, notamment autour de la 5e avenue au nord et de la 34e rue. C'est ainsi qu'en 1928, la famille Astor décide de vendre l'hôtel, marquant la fin d'une époque pour l'hôtel Waldorf Astoria.
Il est acquis par la Bethlehem Engineering Corporation pour la somme impressionnante de 15 millions de dollars. Quelques mois après la vente, l'hôtel ferme ses portes le 13 mai 1929, symbolisant un changement dans la dynamique de la ville. Mais c'est à ce moment précis, alors que le quartier et ses monuments emblématiques seraient inventés, que l'idée d'un nouveau projet grandiose commence à germer. Ce qui allait suivre allait non seulement redéfinir l'horizon de Manhattan, mais aussi marquer l'histoire de l'architecture et du développement urbain à l'échelle mondiale. Ainsi, une fois l'hôtel Waldorf Astoria vendu, l'avenir du site semblait encore incertain. Initialement, la Bethlehem Engineering Corporation avait des projets de construction bien plus modestes. Leur intention était de bâtir un immeuble de bureaux de 25 étages sur ce même emplacement. Floyd de Brown, le président de la société, avait même commencé à financer ce projet en versant un acompte de 100 000 dollars sur le million de dollars requis pour commencer les travaux. Mais les choses prirent rapidement une tournure moins favorable lorsque Brown emprunta 900 000 dollars à une banque et se retrouva dans l'incapacité de rembourser ce prêt. Malgré ses tentatives de lever davantage de fonds, Brown échoua à obtenir le financement nécessaire pour poursuivre le projet. Le terrain, qui semblait promis à un immeuble plus modeste, fut alors revendu à un groupe d'investisseurs beaucoup plus ambitieux, l'Empire State Incorporation. Ce groupe était composé de figures influentes telles que Louis Kaufman, Ellis Earle, John Raskob ainsi que des membres de la famille Dupont. C'est à ce moment précis que le nom Empire State Building a vu le jour, inspiré par le surnom de l'État de New York, l'Empire State. Ce groupe d'investisseurs, visionnaires et déterminés, ne se contenta pas d'acheter ce terrain. Ils décidèrent d'agrandir leur projet en achetant des terrains voisins pour garantir l'espace nécessaire à la construction d'un gratte-ciel vraiment monumental. En tout, 2 acres, soit environ 1 hectare, furent réunis, formant une base de 130 mètres de large sur 61 mètres de long. En août 1929, le consortium Empire State Incorporation fit son annonce publique, un projet de construction d'un immeuble de 80 étages, plus grand que tous les autres gratte-ciel de l'époque. Un bâtiment qui sera désormais le centre névralgique de New York. Mais il fallait maintenant un architecte capable de concevoir un tel chef-d'œuvre. Et c'est William F. Lamb, du cabinet d'architectes Shreve, Lamb et Harmon, qui fut choisi pour la tâche. Lamb, un architecte extrêmement talentueux, réalisa le projet initial en un temps record de seulement 2 semaines. Il s'inspira des projets précédents de son cabinet, notamment le Reynolds Building à Winston-Salem, en Caroline du Nord, et du projet de Redmond Hound dans le Daily New Building, qui était en cours de construction au même moment. En parallèle, son associé Richmond Shreve s'attela à la création des diagrammes de Bogg, des plans détaillés qui prenaient en compte toutes les exigences du projet. Mais ce qui allait vraiment rendre le bâtiment unique était la loi de zonage de 1916. En effet, cette législation imposait des marges de recul, ce qui signifie que les étages inférieurs de l'immeuble devaient être plus larges que les étages supérieurs. Cela donna naissance à la forme de crayon caractéristique de l'Empire State Building, une silhouette élancée qui allait bientôt dominer l'horizon de Manhattan. Le défi était immense. Concevoir un bâtiment de cette envergure en 18 mois à peine, un véritable exploit d'ingénierie. Les plans étaient déjà dessinés, avec un budget de 50 millions de dollars, et la construction devait commencer sans tarder. À la mi-janvier 1930, les plans en acier étaient déjà finalisés, alors que les travaux des fondations étaient en cours. La construction allait maintenant prendre son envol, et ce qui semblait n'être qu'un projet audacieux allait bientôt se transformer en une légende vivante de l'architecture. Le plan initial de l'Empire State Building prévoyait donc un gratte-ciel de 50 étages. Mais à mesure que le projet avançait, il devint évident que cette hauteur ne suffirait pas pour répondre aux ambitions des investisseurs. Le nombre d'étages fut rapidement porté à 60, puis à 80, transformant l'Empire State Building en un projet de plus en plus grandiose. Le bâtiment, qui devait culminer à 1000 pieds, soit environ 300 mètres, se destinait donc à dominer le ciel de New York. Afin de garantir qu'aucune autre construction ne viendrait obstruer la vue de ces derniers étages, des restrictions de hauteur furent imposées aux bâtiments voisins. Cette décision visait à préserver une vue dégagée des 50 derniers étages, ce qui offrait une vue imprenable sur Manhattan. Parallèlement, l'emplacement de l'Empire State Building offrait un avantage indéniable en termes de transport. Déjà, le New York Times saluait la proximité du site avec plusieurs lignes de transport en commun, la station de la 34e rue de Brooklyn-Manhattan et le terminal de la 33e du Hudson and Manhattan Railroad se situaient à quelques pas, tandis que la Penn Station était à seulement 2 pâtés de maison. Quant à la gare de Grande Central Terminal, elle ne se situait qu'à 9 pâtés de maison. Ce bâtiment n'était pas seulement un gratte-ciel, c'était un véritable hub d'échange pour les New-Yorkais. Bien que l'Empire State Building fût prévu comme un immeuble de bureau typique,
John J. Raskob, le principal promoteur du projet, avait une vision bien plus ambitieuse. Effectivement, il souhaitait construire un bâtiment plus grand et meilleur que tout ce qui existait à l'époque, comme l'explique l'écrivain d'architecture Donald J. Reynolds. Cette vision, doublée de l'énorme potentiel commercial du bâtiment, allait jouer un rôle majeur dans la course qui s'engageait alors à New York pour décrocher le titre du plus haut bâtiment du monde. La bataille pour cette distinction se livrait principalement entre deux autres gratte-ciel en construction. Le 40 Wall Street, alors appelé Bank of Manhattan Building, et le Chrysler Building, également à Manhattan. Ces deux tours étaient déjà en travaux lorsque l'Empire State Building commença à prendre forme. Ce fut ce qu'on appela la course au ciel, un concours acharné pour atteindre les plus hauts sommets. Cet affrontement symbolisait l'optimisme des années 1920, une époque de prospérité et de boom immobilier alimenté par l'enthousiasme des États-Unis en pleine expansion. La compétition prit une nouvelle tournure après le crash de Wall Street en 1929, qui mit un frein à de nombreux projets. Cependant, l'Empire State Building allait bien au-delà de la simple compétition de hauteur. En avril 1929, le 40 Wall Street révisa ses plans et passa de 260 mètres à 282 mètres, devenant temporairement la plus haute tour du monde. Mais quelques mois plus tard, en octobre 1929, le Chrysler Building fit un geste décisif. Son promoteur, Walter Chrysler, ordonna à son architecte William Van Allen d'ajouter une flèche d'acier de 56 mètres portant la hauteur du bâtiment à 319 mètres. Ce coup de maître permit au Chrysler Building de dépasser le 40 Wall Street et de devenir le gratte-ciel le plus haut du monde, du moins pour un temps. Walter Chrysler avait en réalité anticipé cette compétition avec l'Empire State Building. Il savait que l'Empire State serait plus grand et plus impressionnant que le sien, et au vu de cela, il fit ajouter la flèche d'acier pour garantir que son propre gratte-ciel reste le plus grand pendant encore un peu de temps. Raskob, le promoteur de l'Empire State, de son côté, ne comptait pas se laisser faire. Il donna alors instruction d'ajouter 5 étages supplémentaires à la structure du futur gratte-ciel, ainsi qu'une flèche pour assurer la suprématie de l'Empire State Building. Les nouveaux étages furent reculés afin de résister aux pressions du vent, ce qui modifia quelque peu la silhouette du bâtiment, mais le projet continuait d'avancer à grande vitesse. Le 18 novembre 1929, un autre terrain fut acquis au 2731 ouest de la 33e rue, ajoutant 23 mètres à la largeur du site de l'immeuble. 2 jours plus tard, Smith, l'un des principaux investisseurs, annonça des plans mis à jour, précisant que la terrasse d'observation serait située sur le toit, au 86e étage, à une hauteur de 320 mètres, plus haute donc que celle du Chrysler Building qui, elle, se trouvait au 71e étage. L'Empire State Building, une fois achevé, serait d'une hauteur impressionnante de 320 mètres, soit 1,2 mètre de plus que le Chrysler Building. Cependant, Raskob redoutait que Walter Chrysler, toujours en quête de surpassement, n'ajoute un élément à sa propre flèche pour rétablir la supériorité de son gratte-ciel. Pour contrer cette possibilité, il ordonna des révisions de dernière minute au plan de l'Empire State Building. En décembre 1929, une couronne métallique de 16 étages et de 61 mètres fut ajoutée au sommet du bâtiment, accompagnée d'un mât d'amarrage de 22 mètres destiné aux dirigeables, un élément qui allait bien au-delà d'une simple caractéristique décorative. Grâce à cet ajout, la hauteur du toit de l'Empire State Building atteignait désormais les 380 mètres, et le gratte-ciel devenait ainsi le plus haut bâtiment du monde, même sans prendre en compte l'antenne qui allait encore s'ajouter par la suite. Cette couronne imposante et le mât étaient conçus non seulement pour affirmer la supériorité du bâtiment, mais aussi pour servir d'amarrage aux dirigeables, un projet qui se voulait à l'époque avant-gardiste. En revanche, contrairement à la flèche du Chrysler Building, le mât de l'Empire State avait une véritable utilité pratique, offrant une fonctionnalité dans l'ère des transports aériens naissants. À la fin de décembre 1929, après plusieurs mois de révision et de discussions techniques, les plans finaux du bâtiment furent officiellement présentés au public. Le plan définitif fut esquissé en une seule nuit, avant de faire sa première présentation aux propriétaires du site en janvier 1930. À ce moment-là, les architectes avaient déjà apporté jusqu'à 15 versions de ces plans, peaufinant chaque détail pour satisfaire à la fois les contraintes techniques et les exigences esthétiques. La presse, notamment le New York Times, rapporta que bien que la flèche métallique et le mât d'amarrage posaient quelques défis techniques, ces problèmes étaient jugés mineurs par rapport à l'envergure du projet. Le programme final imposait un budget fixe, une utilisation optimale de l'espace et une date de fin de travaux pour le 1er mai 1931, soit 1 an et demi après le début des esquisses. La construction, dès le départ, devait être rapide et parfaitement coordonnée pour respecter cet ambitieux calendrier. Ainsi,
Une fois les plans finalisés et le financement assuré, et cela malgré le krach boursier de 1929 et la crise qui s'ensuivit, la construction de l'Empire State Building démarra dans des conditions exceptionnelles, marquant le début d'une aventure de construction sans précédent qui allait transformer à jamais la skyline de New York City. Pour réaliser ce projet colossal, la société Starrett Brothers Heineken fut choisie pour effectuer les travaux de construction. Dirigée par Paul et William Starrett ainsi qu'Andrew J. Aiken, cette équipe d'entrepreneurs devait relever un défi titanesque. Le financement du projet était assuré principalement par Raskob et Pierre Dupont, avec un soutien important de la General Builder Supply Corporation, dirigée par James Furley, qui fournissait les matériaux nécessaires à la construction. Quant à la supervision technique, le maître d'œuvre du projet était John W. Bowser, tandis que l'ingénieur structurel Homer G. Balcom s'assurait de la solidité du bâtiment, une exigence primordiale étant donné la hauteur et la complexité du design. Afin de débuter le chantier, la démolition de l'ancien Waldorf Astoria, qui occupait le terrain, commença le 1er octobre 1929. Bien que le processus fût laborieux en raison de la solidité des matériaux et des métaux précieux utilisés, les travaux avancèrent malgré tout. Le granit, le plomb, le zinc et le laiton, des matériaux peu demandés à l'époque, posèrent des problèmes de recyclage. Une grande partie de ces matériaux fut malheureusement envoyée au fond de l'océan Atlantique, près de Sandy Hook, dans le New Jersey, tandis que le bois fut stocké sur la 30e rue ou brûlé ailleurs. Alors que la démolition était en cours, Raskob avait déjà sécurisé les financements nécessaires pour démarrer la construction de l'Empire State Building. Cependant, en octobre 1929, un événement inattendu secoua l'économie mondiale, le crash de la bourse de New York. Ce coup de tonnerre marqua le début de la Grande Dépression, une période de récession économique qui allait durer toute une décennie. La question se posa alors, fallait-il annuler le projet face à la crise financière imminente ? Malgré la situation économique difficile, Raskob prit la décision de ne pas abandonner le projet. La récession n'affectait pas directement ses finances personnelles, ni celles de son partenaire Smith, car ni l'un ni l'autre n'avaient investi dans des actions. Toutefois, de nombreux autres investisseurs avaient été durement touchés par le crash. Malgré tout, Raskob et Smith lancèrent la construction conscients que l'annulation aurait entraîné des pertes plus considérables pour tous les actionnaires. Le 12 janvier 1930, un contrat pour la structure en acier a été attribué et seulement 10 jours plus tard, le 22 janvier, les travaux de terrassement commencèrent avant même la démolition complète de l'ancien hôtel. Pour creuser la fondation de 17 mètres de profondeur, 2 équipes de 300 hommes ont travaillé sans interruption par équipe de 12 heures. Des trous de fondation ont d'abord été percés pour y installer les semelles en béton qui soutiendraient la structure en acier. En début mars, l'excavation était quasiment terminée et la construction du bâtiment a pu débuter le 17. Les premières colonnes en acier ont été posées sur les semelles achevées avant même que toutes les fondations ne soient terminées. Durant cette période, Lemb a organisé une conférence de presse pour présenter les plans du bâtiment au public. Il a ainsi détaillé l'utilisation des panneaux en acier réfléchissant et a notamment présenté la façade en calcaire d'Indiana, un matériau plus coûteux que les briques, et les lignes verticales caractéristiques du bâtiment. Le lendemain, 4 colonnes géantes destinées à être installées au centre du chantier ont été livrées, prêtes à supporter 4,5 millions de kilos une fois l'Empire State Building terminé. L'acier a été précommandé et préfabriqué, anticipant un changement dans les normes du code du bâtiment. Bien que la nouvelle norme ait été adoptée dans d'autres villes, le maire Jimmy Walker a signé les nouveaux codes en mars 1930, juste avant le lancement des travaux. Le 1er avril, la première charpente métallique a été installée. C'est à partir de ce moment que la construction s'est suivie à un rythme effréné. En seulement 10 jours ouvrables, 14 étages avaient déjà été érigés, une prouesse rendue possible par une planification minutieuse et la production en série de matériaux comme les fenêtres et les rideaux. Lorsqu'un fournisseur a eu du retard pour livrer le marbre foncé de Hauteville, Starrett a fait appel à du marbre rose Famosa, importé d'une carrière allemande. L'ampleur du projet était impressionnante. Chaque jour, des camions livraient 16 000 carreaux de cloison, 5 000 sacs de ciment, 450 mètres cubes de sable et 300 sacs de chaux. Des cafés et des stands de restauration ont été installés sur 5 étages incomplets pour éviter aux ouvriers de descendre au rez-de-chaussée. De plus, des robinets temporaires ont été installés pour que les travailleurs ne perdent pas de temps à aller chercher de l'eau. Pour faciliter la distribution des matériaux, un petit réseau ferroviaire a été mis en place, reliant le sous-sol aux ascenseurs qui transportaient les matériaux aux étages. La commande de 57 480 tonnes d'acier, la plus grande commande d'acier de l'époque, comprenait plus de métal que pour le Chrysler Building et le 14 Wall Street réunis. Les matériaux provenaient de différentes régions comme le calcaire d'Indiana, les poutres en acier de Pittsburgh, le ciment et le mortier du nord de l'État de New York, du marbre d'Italie, de France et d'Angleterre et du bois des forêts du Nord. Le 20 juin, la structure en acier avait atteint le 26e étage et le 27 juillet, la moitié de la structure était terminée.
En accélérant la cadence, Starrett Bros et Ken ont réussi à ériger jusqu'à 4 étages et demi par semaine. Un rythme impressionnant pour un projet de cette envergure. Le 10 septembre, alors que la structure métallique touchait à sa fin, une cérémonie a eu lieu pour poser la première pierre du bâtiment en présence de milliers de personnes. La pierre contenait une boîte contenant des artefacts contemporains tels qu'un exemplaire du New York Times du jour, des pièces de monnaie frappées en 1930, un historique du site et des photographies des personnes impliquées dans la construction. Enfin, le 19 septembre, la structure en acier a atteint sa hauteur finale de 319 mètres, soit 12 jours avant la date prévue. Pour marquer cet accomplissement, les ouvriers ont hissé un drapeau au sommet du 86e étage. Alors que la structure métallique de l'Empire State Building était presque achevée, les efforts se sont intensifiés à l'intérieur même du bâtiment et sur le mât de couronnement, marquant une nouvelle phase décisive dans la construction de ce monument iconique. Les travaux sur l'intérieur de l'Empire State Building et sur le mât de couronnement ont commencé peu après l'achèvement de la structure métallique. Le mât d'amarrage fut couronné le 21 novembre 1930, marquant un jalon important 2 mois après la fin de l'installation de l'acier. Pendant ce temps, les progrès sur les murs extérieurs et l'aménagement intérieur du bâtiment se sont accélérés. Au moment où la structure métallique atteignait le 95e étage, les murs extérieurs étaient déjà construits jusqu'au 75e étage, et la majeure partie de la façade était achevée à la mi-novembre. En raison de la hauteur vertigineuse du bâtiment, des défis uniques se posaient en matière d'ascenseurs. Il était impensable d'utiliser de nombreux ascenseurs traditionnels ou d'installer des cabines de grande taille. C'est pourquoi un contrat fut signé avec la Otis Elevator Company pour la fabrication de 66 cabines capables d'atteindre une vitesse impressionnante de 366 mètres par minute. Ce fut alors la plus grande commande d'ascenseurs jamais réalisée pour l'époque. Mais les défis logistiques allaient bien au-delà des ascenseurs. En raison de l'espace limité sur le chantier et de la nécessité de livrer rapidement les matériaux tout en préservant la circulation en ville, une allée temporaire fut aménagée entre la 33e et la 34e rue. Les matériaux étaient stockés au rez-de-chaussée et dans les sous-sols du bâtiment, tandis que des systèmes tels que les bétonnières, les trémies à briques et des monte-pierres assuraient une montée rapide des matériaux sans gêner la circulation. Le chantier, qui mobilisait jusqu'à 3500 ouvriers par jour, progressait à un rythme effréné. Les livraisons de matériaux étaient incessantes. Plus de 200 camions effectuaient chaque jour des trajets entre les carrières, les usines et le chantier. Des grues relais et des plateformes spécialisées permettaient de soulever l'acier directement des camions et de l'installer à sa place sur la structure. Cette organisation logistique de pointe permit à l'Empire State Building d'être achevé structurellement le 11 avril 1931, 12 jours avant la date prévue, et 410 jours après le début de sa construction. Ce fut une véritable prouesse technique, marquée par la pose du dernier rivet en or massif par Hall Smith, président de l'Empire State Incorporation. Le chantier fut également un lieu de diversité culturelle avec de nombreux ouvriers italiens, irlandais et de façon plus surprenante, des ferronniers Mohawks venus de la réserve de Kanawha près de Montréal, qui se distinguaient par leur audace à travailler sur l'acier à des hauteurs vertigineuses. Les conditions de travail étaient extrêmement dangereuses, et selon les rapports officiels, 5 ouvriers perdirent la vie pendant la construction, bien que des sources non officielles aient évoqué un nombre beaucoup plus élevé. Le coût total des travaux, y compris la démolition du Waldorf Astoria, s'éleva à 40 948 900 $, bien inférieur aux 60 millions de dollars prévus. À cette époque, le photographe Lewis Hine joua un rôle crucial en documentant cette épopée. Ces photographies saisissantes, prises alors qu'il se suspendait à des câbles à des centaines de pieds au-dessus du sol, offraient une vue sans précédent de la vie des ouvriers et du travail acrobatique des métallurgistes. À travers son objectif, Hine transforma ce travail dangereux et intense en une forme d'art exaltant. Ces images furent largement diffusées dans les médias, ont immortalisé l'extraordinaire effort humain déployé pour construire ce géant de métal, de pierre et de verre. Le magazine New York qualifia les métallurgistes de petites araignées, grimpant sans crainte sur les structures d'acier, tissant leurs toiles contre le ciel new-yorkais. Après l'achèvement spectaculaire de l'Empire State Building, son inauguration marqua une nouvelle étape dans l'histoire de la ville et du pays. Mais l'édifice allait devoir faire face à des défis imprévus, tant sur le plan de l'occupation que de son utilisation au quotidien. En effet, l'Empire State Building a été officiellement inauguré le 1er mai 1931, soit 45 jours avant la date prévue, et seulement 18 mois après le début de sa construction. Cet événement a été marqué par une cérémonie où le président Herbert Hoover, depuis Washington DC, a rallumé les lumières du bâtiment en appuyant sur un bouton. Plus de 350 invités, dont le maire Jimmy Walker, le gouverneur Franklin D. Roosevelt et l'ex-gouverneur Al Smith, étaient présents pour l'occasion. Lors du déjeuner,
Au 86e étage, la vue était quelque peu limitée par un épais brouillard, et des monuments comme la Statue de la Liberté étaient à peine visibles à travers la brume. Le lendemain, l'Empire State Building a officiellement ouvert ses portes au public. Des annonces ont été faites dans les journaux locaux pour promouvoir ces observatoires, et les hôtels voisins ont profité de la situation pour attirer les visiteurs en vantant justement leur proximité avec le célèbre bâtiment. Le New York Times rapportait à l'époque que l'Empire State, avec ses 380 mètres de hauteur, serait le plus grand gratte-ciel du monde pendant de nombreuses années, mettant fin à la rivalité entre les gratte-ciels de New York. Les ingénieurs pensaient qu'il serait extrêmement difficile de dépasser les 370 mètres à l'époque, même avec le solide socle rocheux de Manhattan. Bien qu'un bâtiment de 610 mètres ait été théoriquement envisageable, la crise économique de la Grande Dépression a rendu une telle construction trop coûteuse. L'Empire State est ainsi devenu un symbole non seulement de New York, mais aussi des États-Unis. En 1932, il reçut même la médaille d'or de l'Association de la 5e Avenue pour son excellence architecturale. Un an plus tard, le film King Kong fit de ce gratte-ciel une véritable icône cinématographique avec l'image du singe géant escaladant ses façades. En 1931, la 5e Avenue était en plein essor avec une forte demande de magasins, mais la situation était plus compliquée pour les bureaux. Donc, l'inauguration de l'Empire State Building coïncidait avec la Grande Dépression, et durant sa première année, seuls 23% des espaces de bureaux ont été loués. Comparé à l'occupation de plus de 50% lors de l'ouverture d'autres grands bâtiments dans les années 20, c'était un échec relatif. Cela a poussé certains New-Yorkais à surnommer l'Empire State l'édifice vide de l'État. Malgré les efforts de marketing agressifs, dont des publicités dans les journaux, l'Empire State était loin d'être un plein succès en termes de locataires. Cependant, des entreprises de renom telles que des banques et des sociétés de mode ont commencé à s'installer et l'immeuble est devenu un centre d'affaires majeur. Le manque de locataires n'a pas empêché l'Empire State de devenir une attraction touristique incontournable. Dès sa première année, 1 million de visiteurs ont payé $1 chacun pour monter dans les ascenseurs menant au pont d'observation, générant ainsi, avec la redescente, environ $2 millions en revenus. En 1936, la plateforme d'observation était bondée quotidiennement avec des visiteurs venant de tout le pays. L'immeuble devint aussi un site prisé par les médias. NBC installa ses studios de radio au 85e étage par exemple. Pourtant, la situation économique restait difficile. En 1935, l'immeuble perdait encore $1 million par an. Au-delà des difficultés économiques, l'Empire State Building a fait parler de lui pour son projet original de station d'amarrage pour dirigeables. Souvenez-vous, l'idée était de faire atterrir les dirigeables au sommet du bâtiment, mais ce projet se révéla rapidement impraticable et dangereux en raison des forts courants d'air puissants. Bien que l'idée ait été abandonnée, un dirigeable a tout de même livré un seul journal au sommet en 1931, un exploit médiatique marquant s'il en est. Le bâtiment a traversé plusieurs épreuves, dont un crash spectaculaire le 28 juillet 1945 lorsqu'un bombardier B-25 Mitchell s'est écrasé entre les 79e et 80e étages, mais nous y reviendrons plus tard. Malgré ces dégâts qui ont coûté la vie à 14 personnes, l'Empire State a montré une incroyable résistance. Et il a rouvert ses portes seulement 2 jours après cet accident. Aujourd'hui, l'Empire State Building reste un symbole de résilience, de grandeur et d'innovation, attirant des millions de visiteurs chaque année et représentant fièrement la skyline de New York. Ainsi, après ses débuts difficiles donc, l'Empire State Building a progressivement surmonté les obstacles économiques pour devenir un symbole de réussite et un centre d'affaires incontournable. Dans les années 1940, l'Empire State Building était désormais occupé à 98%. La structure a atteint son seuil de rentabilité dans les années 50, un tournant majeur pour le bâtiment. À l'époque, les options de transport public, bien que variées autour de l'immeuble, étaient moins développées qu'aujourd'hui, mais sa réputation grandissante a attiré de plus en plus de locataires. En 1950, une antenne radio de 68 mètres a été installée au sommet de l'Empire State, permettant aux stations de télévision de diffuser depuis cet emblème de New York. Bien que la situation se soit améliorée, l'immeuble a été mis en vente en 1951 par son propriétaire, John Raskob, pour la somme de $50 millions. La vente a finalement été conclue pour $51 millions, un record à l'époque, avec des investisseurs comme Roger L. Stevens et Henry Crown, qui sont devenus propriétaires. À ce moment-là, l'Empire State Building était entièrement loué depuis plusieurs années et il y avait même une liste d'attente pour des espaces. En 1951, 6 sociétés de presse ont payé une redevance annuelle de $600 000 pour utiliser l'antenne du bâtiment achevé en 1953. En 1954, Henry Crown rachète les parts de ses partenaires, devenant ainsi le propriétaire unique de l'immeuble. L'année suivante, la Société américaine des ingénieurs civils a désigné l'Empire State Building comme l'une des 7 merveilles de l'ingénierie civile moderne. Dans les années suivantes, de nouveaux investissements ont permis de maintenir le bâtiment au sommet. En 1961,
l'immeuble a été racheté pour 65 millions de dollars par Lawrence A. Wynne et Harry B. Hemsley, un montant record pour l'époque, pour un seul bâtiment. Pour financer cette acquisition, plus de 3000 investisseurs ont payé 10 000 dollars chacun pour obtenir une part de l'Empire State Building. Les années 1960 ont également vu un programme d'amélioration majeur incluant la rénovation des façades, l'installation de nouveaux projecteurs et la modernisation des ascenseurs. Ces investissements ont permis à l'Empire State Building de rester un des bâtiments les plus prestigieux et fonctionnels de New York, attirant toujours plus de visiteurs et de locataires. Mais alors que l'Empire State Building continuait de dominer la skyline de New York, une nouvelle menace se profilait à l'horizon, remettant en question sa place de roi des gratte-ciel. En 1961, la même année où Hemsley, Wynne et Malkin ont acquis l'Empire State Building, les autorités portuaires de New York et du New Jersey ont annoncé leur soutien à un projet ambitieux pour un nouveau centre commercial mondial dans le bas Manhattan. Le plan initial prévoyait des tours jumelles de 66 étages dotées d'espaces de bureaux sans colonnes. Les propriétaires et spéculateurs immobiliers de l'Empire State, inquiets, craignaient que ces 710 000 m² d'espace ne saturent le marché locatif de Manhattan et nuisent à la rentabilité de leur propre immeuble. Le projet a évolué et les tours jumelles du World Trade Center ont été revues pour atteindre 420 mètres de hauteur, soit 110 étages, dépassant ainsi l'Empire State. Parmi les opposants au projet, on retrouvait le promoteur immobilier Robert Tishman, ainsi que le comité de Vienne, qui plaidait pour un centre commercial mondial plus modéré. En réponse à ces critiques, Austin J. Tobin, le directeur exécutif de l'administration portuaire, a accusé Wynne de s'opposer au projet par crainte que les nouvelles tours n'éclipsent son Empire State Building, alors considéré comme le plus haut édifice du monde. Les travaux de construction des tours jumelles du World Trade Center ont débuté en 1966 et l'année suivante, en 1967, la tour Ostankino, à Moscou, a pris le relais de l'Empire State comme la plus haute structure libre au monde. Cependant, c'est en 1970 que l'Empire State Building a officiellement perdu son titre de plus haut bâtiment du monde lorsqu'une des tours jumelles du World Trade Center a surpassé sa hauteur le 19 octobre. En décembre de la même année, la tour nord du World Trade Center a été achevée et l'Empire State a cédé officiellement sa position. En décembre 1975, la plateforme d'observation au 110e étage des tours jumelles a ouvert au public, offrant une vue bien plus haute que celle de l'Empire State située au 86e étage. Cette perte de prestige a eu un impact sur les revenus de l'Empire State, d'autant plus que de nombreuses stations de radiodiffusion avaient déménagé de l'Empire State pour aller au World Trade Center dès 1971. Pourtant, l'Empire State Building est resté un symbole de prestige et de succès. En mars 1971, il a accueilli son 40 millionième visiteur, un record qui témoignait de sa popularité malgré la concurrence croissante. Ainsi, après avoir survécu à plusieurs décennies de défis et de transformations, l'Empire State Building a continué d'évoluer au cours des années 80 et 90, en réponse à la fois à la demande croissante et aux besoins de modernisation du bâtiment. En effet, dans les années 80, l'Empire State Building a enregistré près de 2 millions de visiteurs par an, bien que certaines estimations se situeraient plus entre 1,5 million et 1,7 million. En mai 1980, le bâtiment a reçu son propre code postal dans le cadre d'un plan de déploiement de 63 nouveaux codes à Manhattan, un signe de l'importance grandissante de ce lieu. À cette époque, les locataires du bâtiment recevaient environ 35 000 courriers par jour. L'Empire State Building a également célébré son 50e anniversaire en mai 1981, marqué par un spectacle de laser controversé et une semaine de l'Empire State Building. Lors de cet anniversaire, la commission de préservation des monuments de la ville de New York City a désigné l'immeuble et son hall d'entrée comme des monuments officiels. Entre le début et le milieu des années 90, des rénovations majeures ont été entreprises pour moderniser l'Empire State Building, avec un investissement total de 55 millions de dollars. Ces améliorations comprenaient le remplacement des fenêtres, des systèmes d'alarme, des ascenseurs et de la climatisation, tout en rendant le pont d'observation conforme à la loi de 1990 sur les visiteurs handicapés. L'ajout de ces aménagements a été en partie motivé par une action en justice déposée en 1992 par des groupes de défense des droits des personnes en situation de handicap. Un accord en 1994 a permis de mettre en œuvre des changements nécessaires, incluant l'ajout de rampes et de portes automatiques. La vente du terrain sous l'immeuble a eu lieu en 1991 lorsque Prudential a cédé ce terrain pour 42 millions de dollars à un représentant de l'hôtelier Hideki Yokoi. En 1994, Donald Trump a formé une coentreprise avec Yokoi visant à casser le bail du terrain pour obtenir la propriété complète du bâtiment. Si ce projet avait abouti, il aurait permis une fusion entre la propriété du bâtiment et celle des terres sous celui-ci. Trump a intenté une action en justice contre l'Empire State Building Associates,
en février 1995, qualifiant l'immeuble de gratte-ciel déclassé, mais il a échoué dans sa tentative d'expulsion. En réponse, les entreprises de Hemsley ont contre-attaqué, ce qui a lancé une série de poursuites juridiques qui se sont prolongées pendant plusieurs années à la suite de l'ambition de Trump de prendre possession du bail principal. À la mort de Harry Hemsley en 1997, un nouveau conflit juridique est survenu entre les Malkins et la veuve de Hemsley, Leona, pour le contrôle de l'Empire State Building. Au début des années 2000, après les événements catastrophiques du 11 septembre 2001, l'Empire State Building a malheureusement retrouvé son statut de plus haut bâtiment de New York et a continué de se moderniser pour s'adapter aux nouveaux défis du XXIe siècle. Effectivement, en raison de la chute des tours jumelles, presque toutes les stations de radio et de télévision de la ville ont relancé leur émission depuis l'Empire State Building. La menace de nouvelles attaques a également entraîné une intensification des mesures de sécurité autour du bâtiment, un symbole de la vulnérabilité des sites emblématiques de la ville. En 2002, Trump et Yokoi ont vendu leur part du terrain à l'Empire Building Associates, désormais dirigé par Malkin, pour 57,5 millions de dollars. Cette vente a permis de fusionner pour la première fois depuis 50 ans la propriété du bâtiment et son bail. Malgré un environnement de sécurité plus tendu, l'Empire State a continué d'attirer de nombreux visiteurs, avec 3,5 millions de personnes se rendant aux observatoires en 2004 contre 2,8 millions en 2003. Bien que Leona Hemsley ait gardé une participation dans le bâtiment jusqu'à l'introduction en bourse de l'Empire State Realty Trust, ESRT, en 2013, elle a cédé ses opérations quotidiennes à la société de Peter Malkins en 2006. En 2008, un acte symbolique a eu lieu lorsque le New York Daily News a volé temporairement la propriété du bâtiment pour illustrer les faillites du système d'enregistrement foncier. En 2009, une rénovation de 550 millions de dollars a été lancée, visant à améliorer la climatisation, la façade et l'efficacité énergétique du bâtiment. Cela a permis à l'Empire State de recevoir une médaille d'or LEED pour ses efforts en matière d'écologie, avec des réductions significatives de son empreinte carbone. En 2012, le One World Trade Center a atteint son sommet, surpassant l'Empire State Building pour devenir le plus haut édifice de New York. Toutefois, l'Empire State a continué de marquer les esprits et de représenter un symbole incontournable de la ville. En 2014, l'Empire State Realty Trust, sous la direction d'Anthony Malkin, est devenu propriétaire du bâtiment, avec des investissements étrangers comme ceux de la Qatar Investment Authority, marquant un tournant pour le bâtiment dans le cadre d'une nouvelle ère de nouveaux financements internationaux. Les rénovations des années 2010 ont également transformé le bâtiment, avec des projets visant à améliorer l'accès aux visiteurs, comme la relocalisation de l'entrée principale en 2018. Le hall d'entrée a été modernisé avec de nouvelles technologies et un design plus fonctionnel, tandis que l'observatoire a continué d'évoluer. En 2019, Empire State a rouvert de nouveaux espaces d'observation avec des fenêtres panoramiques et même des ascenseurs en verre. La restauration des antennes et Madamarage a également été achevée fin 2020, après plusieurs années de travaux. Mais l'Empire State Building n'a pas seulement marqué l'histoire par ses changements architecturaux et son rôle de symbole. Il l'a fait aussi par une série d'événements et d'anecdotes qui ont contribué à sa légende. Ces moments, souvent surprenants, emblématiques, parfois tragiques, ont renforcé son statut de monument iconique à travers les décennies. Pour commencer, revenons sur cette histoire de crash évoquée un peu plus tôt. Le samedi 28 juillet 1945, le lieutenant-colonel Williams Franklin Smith Jr. pilotait un bombardier B-25 Mitchell lors d'une mission de transport de routine depuis Bedford au Massachusetts. À cause du brouillard épais, il n'a pas pu se poser à l'aéroport de LaGuardia, comme prévu, et a dû se dérouter vers Newark. Cependant, après une série de mauvaises manœuvres dans la brume, Smith a perdu son orientation et au lieu de tourner à gauche, a percuté l'Empire State Building entre le 78e et le 80e étage. L'impact a provoqué une explosion creusant un trou dans le bâtiment et projetant des débris sur des bâtiments voisins. Un incendie s'est déclaré et il a fallu 40 minutes pour maîtriser le sinistre. 40 personnes ont hélas perdu la vie, dont l'équipage de l'avion et plusieurs civils présents dans le bâtiment. Parmi les blessés, Betty Lou Oliver, mécanicienne d'ascenseur, a survécu à une chute vertigineuse de 1000 pieds, établissant malgré elle un record du monde pour la chute d'ascenseur la plus longue jamais enregistrée. Cet événement tragique a conduit à l'adoption de la loi fédérale sur les demandes d'indemnisation en cas de délit civil, renforçant la sécurité dans les bâtiments de New York. Un an plus tard, un autre avion manquera de peu de percuter le bâtiment, soulignant la réputation de l'Empire State comme site frappé par des événements hors du commun. Plus proche de nous, le 24 juillet 2000, un événement spectaculaire a eu lieu au sein de l'immeuble lorsque l'un de ses ascenseurs est descendu brusquement de 40 étages après la rupture d'un câble de sécurité. Heureusement, malgré la chute impressionnante, les 2 passagers à bord n'ont été que légèrement blessés, grâce à un système de sécurité supplémentaire dans le puits d'ascenseur.
Après ces événements marquants, passons à un aspect beaucoup plus léger et dynamique de l'Empire State Building, où l'on retrouve un défi unique qui attire chaque année de nombreux passionnés. Depuis 1978, l'Empire State Building est le lieu de la célèbre course à pied annuelle qui va du rez-de-chaussée jusqu'au 86e étage. Organisée par la Ninkruns, cette compétition attire des coureurs et des grimpeurs, des passionnés qui doivent franchir les 1576 marches pour atteindre le sommet. La course couvre une distance verticale de 320 mètres et le record est détenu par l'Australien Paul Craig qui a grimpé les étages en seulement 9 minutes et 33 secondes en 2003, atteignant une impressionnante vitesse d'escalade de 6593 pieds par heure. Pour finir, il est intéressant de voir comment ce monument emblématique a également marqué la culture populaire à travers son apparition dans de nombreux films et œuvres artistiques. En effet, l'Empire State Building, véritable icône de New York, n'est pas seulement connu pour ses réalisations techniques exceptionnelles, mais parce qu'il a marqué l'imaginaire collectif à travers les films, les livres et les jeux vidéo et autres. Sa première apparition dans la culture populaire remonte à 1932 dans l'histoire pour enfants Swiss Family Manhattan. L'année suivante, le film King Kong a immortalisé le bâtiment en montrant le fameux gorille géant grimpant à son sommet, faisant ainsi rentrer l'Empire State Building dans la légende du cinéma. Des décennies plus tard, des œuvres comme Une affaire à ne pas oublier, Nuit blanche à Seattle et Independence Day continuent d'affirmer sa place centrale dans la culture populaire, tout comme des séries télévisées comme Doctor Who ou des films expérimentaux tels que Empire d'Andy Warhol, un plan séquence du bâtiment de 8 heures. Le bâtiment, en plus d'être un décor cinématographique, a accueilli des personnalités telles que Taylor Swift pour un concert privé, Zendaya, ou encore des dîners en l'honneur du prince William, consolidant son statut de monument mondialement admiré. Pour conclure notre vidéo, à la vue de son histoire, il est important de se dire que l'Empire State Building n'est pas simplement un monument. C'est un témoin de l'histoire, une force inébranlable au cœur de New York, qui incarne l'ingéniosité humaine et la quête incessante de grandeur. À travers ses hauts et ses bas, ses victoires comme ses tragédies, ce gratte-ciel a traversé les époques, marquant les esprits et devenant un symbole vivant de la grandeur de la ville de New York. Il a vu les rêves des hommes et des femmes qui ont construit cette ville se matérialiser tout en accueillant les défis de son temps. Que ce soit par sa présence imposante dans la culture populaire, sa place dans le cœur des New-Yorkais ou encore par son rôle dans des événements marquants, l'Empire State Building est devenu une véritable icône mondiale. Il n'est pas juste une structure de béton et d'acier, mais un point de repère, une légende urbaine qui inspire chaque personne qui se tient sous son ombre ou regarde de loin sa silhouette majestueuse s'élever dans le ciel. Au-delà de l'architecture, ce bâtiment incarne une philosophie, celle de ne jamais se laisser abattre, de toujours atteindre plus haut, d'aller au-delà de ses limites. Un exemple pour tous ceux qui cherchent à réaliser leurs rêves, aussi hauts et ambitieux soient-ils. Si cette vidéo vous a inspiré, et que vous souhaitez en découvrir encore plus sur ces lieux mythiques qui façonnent notre monde, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Si vous souhaitez découvrir un endroit particulier, ou si vous voulez en apprendre plus sur un lieu, ou vous voulez le faire découvrir aux internautes, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Je me ferai une joie de l'ajouter à la liste de nos futurs voyages. N'hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles explorations. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, continuez d'être curieux envers le monde qui vous entoure. À très bientôt sur notre chaîne.